Si je comprends bien, ce modèle de l'AES, pour toi, ne peut pas inspirer une nouvelle façon de penser la souveraineté, la coopération régionale et la refondation des institutions en Afrique de l'Ouest. Mais ils ont quand même le mérite d'inventer un modèle démocratique, ce que j'appelle le modèle par la réunion familiale. Oui, parce que quand vous réunissez quelques membres à la limite de comme une réunion familiale, 5-10 personnes ou 100 personnes, quand c'est trop, c'est 500 personnes ou 1000 personnes, et ces personnes vous proclament à la fois général, maréchal et vous donnent un mandat de 5 ans ou plus, et même un mandat à vie. Pour moi, c'est un modèle démocratique qu'ils ont réussi à inventer, à un modèle local. Mais maintenant, la durabilité du modèle, je m'interroge. Parce qu'un modèle qui exclut, un modèle qui enferme, un modèle qui réprimande, pour moi, ne peut pas être viable. Ce n'est pas possible. Bienvenue dans la Tribune pour le Peuple, l'espace où la parole citoyenne rencontre la réflexion critique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Abila Adamou, chercheur et doctorant à l'Université Laval, passionné de politique et grand amateur de littérature. Originaire du Niger, Abila est de ceux pour qui la politique ne se pense pas seulement en termes d'élection ou de pouvoir, mais aussi à travers la structure même des institutions qui organisent la vie en société. L'émission de ce jour est consacrée à un sujet fondamental, la démocratie en Afrique et plus précisément la forme des institutions au Niger. Dans un contexte de bouleversement politique, de quête de légitimité et de pression multiples, internes comme externes, comment penser les institutions qui répondent véritablement aux réalités sociales, historiques et culturelles du pays? Avec Abila, nous allons explorer des pistes de réflexion sur ce que pourraient être des institutions réellement au service du peuple nigérien. Bonjour Abila. Bonjour Salimatou. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. C'est plutôt un honneur pour moi d'être à tes côtés et d'apporter ma petite contribution sur ces questions importantes, surtout pour un pays comme le Niger. Avant d'entrer dans le cœur de notre discussion sur la forme des institutions, j'aimerais que nous posions un peu le décor pour les auditeurs ou auditrices qui ne connaîtraient pas la situation politique au Niger. Peux-tu revenir sur la trajectoire politique du Niger au sortir des indépendances ? Quels ont été les grands tournants, les modèles institutionnels adoptés, les influences extérieures, mais aussi les dynamiques internes qui ont façonné l'État nigérien depuis 1960 ? Merci. Une très grosse question, parce que ça demande de résumer l'histoire politique ou la trajectoire politique d'un pays de 65 ans. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Mais accrochez-vous, ça va vraiment secouer à coup d'État. On est accrochés. Comme le Niger, comme la majeure partie des pays subsahariens, une ancienne colonie française qui a obtenu son indépendance le 3 août 1960. Et en 1960, on avait un régime, à la sortie des indépendances, on avait plutôt un régime parlementaire avec le Conseil national. À la base, il y avait le Jibo Bakari, qui était à la lutte pour le pouvoir, et aussi Djori Amani, parce que c'était vraiment les deux leaders politiques il y avait d'autres leaders bien sûr, mais c'était les deux majeurs. À la sortie, c'est Djori Amani qui a obtenu l'indépendance pour le Niger et naturellement, il devenait le premier président du Niger. Et après ça, le Niger, en 1973, a connu une grosse sécheresse qui a provoqué une famine. Et c'est le premier motif que l'armée a utilisé en 1974 pour prendre le pouvoir. Et avec le CMS du général Seyni Kounché, de 1994 donc à 1987, on était toujours avec le régime de Kounché. Kounché décida en 1987. Il y a un autre général, le général Ali Cheibou, qui a pris sa succession. Toujours un régime militaire de 1994 jusqu'en 1991. En 1991, suite au discours de la Gaule de François Mitterrand. Le discours de la Baule. De la Baule qui conditionnait l'aide française au développement, à l'ouverture démocratique. Le Niger aussi a connu sa conférence nationale. Pour moi, c'est peut-être la période la plus démocratique que le Niger ait jamais connue jusqu'à aujourd'hui de son histoire, parce que la conférence était vraiment ouverte, c'était démocratique, il y avait toutes les forces vives de la nation. À la sortie de la conférence nationale, on a élu notre premier président de la République démocratiquement
à la personne de Mahmoud Ousmane en 1993. À la suite de l'élection de Mahmoud Ousmane en 1993, on avait connu quelques soubresauts politiques à l'antenne avec des alliances, des contre-alliances, ensuite de suite, qui a amené un deuxième coup d'État militaire. Rappelez-vous, c'est pas le deuxième régime militaire, mais quand même c'est le deuxième coup d'État militaire à la personne du président Baré Maïnassara, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 1996. Le président Baré Maïnassara aussi a organisé ses propres élections. Comme on dit, le dicton dit souvent, on n'organise pas des élections pour les perdre. Absolument. Naturellement, il a perdu dans les urnes, mais il a quand même officiellement, selon les institutions, c'est lui qui les a gagnés. La crise politique a continué jusqu'en 1999. Un troisième coup d'État est advenu avec le général Daouda Malo Wanché. Daouda Malo Wanché a fait son coup d'État et dans la même année, à la fin de l'année, en décembre, on a organisé des élections que le président Tandja Mamadou a gagné. Il a fait un premier mandat. Vers 2005, on a organisé des élections. Il a encore gagné ces élections-là. Il a continué. Normalement, il devrait son mandat légal arriver à terme fin 2008. Il a jugé bon de prolonger son mandat de 3 ans via une gymnastique institutionnelle comme on en a l'habitude dans notre sous-région. Les remaniements constitutionnels. Exactement. Il a dissous la Cour constitutionnelle, il a dissous l'Assemblée, tout ça. Il a organisé un soi-disant référendum qu'il a gagné à un score soviétique. Un quatrième coup d'État, j'ai même perdu le recompte. Un quatrième coup d'État est intervenu en 2010 avec avec le commandant Salou Jibo qui est aujourd'hui général. On a encore organisé des élections en 2011 que le président Issoufou Mamadou a gagné. Il a fait ses 2 mandats. Pour la première fois de notre histoire, on allait connaître une transition démocratique. Avec l'élection de Bazoum. Avec l'élection de Bazoum en 2021. Bazoum était dans son premier mandat et devinez quoi? Un dernier coup d'État est intervenu en 2023. Le 26 juillet 2023. Le 26 juillet 2023 et d'où on est encore réparti pour un régime militaire. En grosso modo, voilà ce que je peux dire de la trajectoire politique du Niger. Donc, trajectoire ponctuée de coups d'État militaires à chaque fois. Exactement. Mais en ce qui concerne les forces ou les dynamiques externes, est-ce qu'il y a des dynamiques externes qui expliquent aussi ces coups d'État au Niger? Bon, si on prend tous les coups d'État que le Niger ait connu, quand je prends celui à la fin du régime militaire en 91, par exemple, je disais qu'il y avait vraiment, suite au discours de François Mitterrand, là, clairement, on voyait l'influence extérieure. Parce qu'il faut savoir que dans la sous-région, tous les pays ont organisé des conférences suite à ces discours-là et le Niger n'y est pas échappé. Et si on prend le premier coup d'État, je disais tantôt, c'est plutôt une dynamique interne. C'est une sécheresse qui a amené une famine, donc il y a une justification interne. Si on prend le coup d'État de 99 aussi, de Daouda Malo Wanché contre Baré, là aussi c'est vraiment une dynamique interne parce que il y avait une crise politique qui était là et du coup le coup d'État est intervenu. Et quand on prend le coup d'État, l'avant-dernier en 2010, celui de Salou Jibo, là on peut dire qu'il y a une influence extérieure. Mais il y a aussi des dynamiques internes. C'est lié au prolongement du mandat naturellement. Mais il faut savoir à ce moment-là aussi, il y avait des négociations autour de l'uranium entre le Niger et la société d'antan Areva, autour de la mine du Mouraren. Areva qui est devenu Orano aujourd'hui. Oui. Et si on prend le dernier coup d'État, là pour moi c'est vraiment celui où il y a une plus grande influence de la dynamique extérieure, surtout sous-régionale au niveau de l'Afrique du Sahel. On en parlera un peu plus tard, si tu veux bien. Oui. Comment, à ton avis, cette histoire justement de coup d'État qui a jalonné la construction politique du Niger, qui est quand même un jeune État, 65 ans, c'est relativement jeune sur la chronologie historique. Comment est-ce que tu penses que cette histoire a pesé sur la manière dont la démocratie est pensée ou parfois contestée aujourd'hui au Niger? Bon, naturellement,
des institutions démocratiques, il faut une culture démocratique. Parce qu'elles sont rendues viables que par la culture démocratique de la population, mais aussi du contexte social et culturel général. Naturellement, comme tu l'as dit, j'aime le répéter, le peuple nigérien est un vieux peuple. On a une histoire millénaire en tant que peuple, mais en tant que nation, connue sous le nom Niger, on est une jeune nation. Comme tu l'as dit, plus ou moins 65 ans. Dans l'histoire, un pays, c'est très jeune. C'est très, très jeune. Et du coup, c'est difficile. Avec les ponctuations des coups d'État, c'est difficile d'ancrer, d'installer une vraie culture démocratique qui peuvent rendre viable des institutions démocratiques. Mais aussi, moi, je pense du point de vue aussi, comment ces institutions ont été pensées. Parce qu'il faut savoir aussi, comme on l'a dit, c'est suite à un discours. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de dynamique interne qui a poussé à la démocratisation. Il a fallu une dynamique extérieure. De ces faits, on a eu tendance à copier des institutions démocratiques extérieures. En soi, la démocratie, pour moi, c'est une valeur universelle, mais les institutions qui en découlent ne sont pas forcément universelles parce qu'elles sont entachées par le contexte local de point de vue culturel et social. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire qu'effectivement, le Niger est une vieille nation. Elle est une vieille nation, si on prend les peuples qui constituent le Niger. Pas juste la notion de l'État comme on le connaît aujourd'hui, avec l'appellation Niger. Si tu me dis que le peuple nigérien est une vieille nation, est-ce à dire que la démocratie n'existait pas avant, justement, ou c'est... Ce que je veux dire... Parce que tu dis qu'il n'y a pas de culture démocratique. Est-ce que cette culture démocratique est apparue qu'à partir de 1960 ou est-ce qu'elle était antérieure à 1960? Bon, là, le souci, on a une diversité dans le peuple nigérien, une diversité. Oui, c'est un des peuples qui ont une histoire millénaire. Parce qu'il faut savoir, c'est vrai que j'aime dire aussi la colonisation a joué sur la déstructuration culturelle et politique de nos peuples. Du coup, le fait qu'on assemble des peuples forcément qui ont vécu dans un même espace, ça c'est une réalité, mais qui n'ont pas vécu forcément sous la même emprise politique. Quand je prends l'Ouest nigérien qui a toujours vécu sous l'emprise politique de l'empire de Songhai, et quand tu prends de l'autre côté, vous avez l'empire de Sokoto, le Damagaran, vous avez aussi l'Aïr, vous avez l'Adrawa, il y avait plusieurs royaumes et empires qui composaient l'actuel espace nigérien. Ces peuples-là, bien sûr, avaient leur mode d'organisation politique. Maintenant, démocratie au sens moderne du mot qu'on connaît, peut-être pas démocratie à ce sens-là, mais il y avait forcément des dynamiques internes qu'on peut s'assimiler à des valeurs démocratiques, mais qui n'étaient pas forcément généralisées. Très bien. Alors, on le sait, le Niger, comme plusieurs pays de la région, a connu des cycles de coups d'État, et tu l'as bien mentionné, d'instabilité institutionnelle, de transition politique difficile. Pour rappel, on recense 4 coups d'État, comme tu l'as bien mentionné, effectifs entre 1974 avec la sécheresse de 73, 2010 et la plus récente qui date du 26 juillet 2023, où le président Bazoum a été renversé par sa garde présidentielle sous la figure du général Tiani, encore des militaires. À la lumière de cette histoire, comment penser des institutions démocratiques qui soient à la fois résilientes face aux velléités de retour des militaires sur la scène politique, mais aussi véritablement, c'est-à-dire des institutions qui soient véritablement en concordance avec les aspirations profondes du peuple, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient sociales, qu'elles soient économiques. Effectivement, certainement tu as constaté aussi, comme tu l'as dit, il y a quand même une remise en cause de la démocratie dans notre contexte sahélien, surtout nigérien en particulier. Il y a plus en plus de voix qui s'élèvent pour remettre totalement... Avant, on mettait en cause les acteurs démocratiques. Mais maintenant, on remet carrément le modèle démocratique. Parce que pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Et maintenant, comme je le disais tantôt, la démocratie, pour moi, a des valeurs universelles. Mais les institutions démocratiques doivent être propres à chaque contexte culturel et social. Et dans ces cas, comment nous, dans notre contexte nigérien, comme tu l'as dit,
on peut penser ces institutions-là démocratiques qui peuvent à la fois être à l'image du peuple nigérien, du contexte socio-culturel nigérien, mais aussi pour répondre aux inspirations, que ce soit culturelles, sociales et économiques, permettre l'épanouissement du peuple nigérien. Pour moi, c'est vraiment une grosse question, mais moi, depuis un certain temps, j'essaie de réfléchir, j'essaie de voir, oui, on a la remise en cause du modèle démocratique, mais peut-être qu'on doit revenir à la source. Parce que certaines voix aussi s'élèvent pour dire on doit penser une démocratie à l'africaine. Ça veut dire une démocratie à la nigérienne. Donc, ça veut dire quoi une démocratie à l'africaine? Il y a 54 États, donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une démocratie à l'africaine? C'est exactement la question que je me suis posée. Ma réflexion part de là. Une démocratie à l'africaine, pour moi, d'abord, pas à l'africaine, mais une démocratie à la nigérienne. Parce que pour moi, chaque pays africain à l'intérieur, il y a une diversité de contextes d'abord. Dans ce cas, j'essaie de voir au Niger. Il est connu que, comme je le disais tantôt, c'est une composition de plusieurs empires et royaumes qui constituent l'espace actuel nigérien. De ces faits, il y a quand même il est admis culturellement et socialement certaines royautés qui ont une valeur, qui ont une emprise politique sur leur population jusqu'aujourd'hui au Niger. Donc je me dis, il y a aussi l'organisation autour des villages au Niger. Je me dis, mais pourquoi alors nous, dans le jeu politique, parce que le jeu politique tel qu'il est pensé aujourd'hui, c'est tellement centralisé, tout est à Niamey, on essaye d'impulser, que ce soit sur le plan économique et socio-culturel, vers les localités, alors que 85% ou plus des Nigériens vivent en milieu rural. Donc je me dis, alors pourquoi ne pas partir de la base pour remonter vers les sommets? Donc de ce cas, moi, le modèle auquel j'ai réfléchi, pourquoi ne pas se baser sur ces rois-là, ces chefs traditionnels au Niger qui ont une importance capitale dans l'organisation sociale? Il faut leur donner un rôle politique aussi. Donc un fédéralisme. Pas forcément un fédéralisme, mais aujourd'hui, parce que la promesse, c'est de contrer les coups d'État, mais aussi, comme je l'ai dit, donner des histoires à l'image et qui répondra. Donc, dans ces cas, c'est d'organiser autour de ces chefs, de créer un conseil des sages d'abord. Le conseil des sages jouera le rôle de la présidence. Et ce conseil des sages sera constitué de 7 chefferies traditionnelles les plus importantes du Niger pour les 7 régions administratives excluant Niamey, étant la capitale politique et administrative. Autour de ça, il y aura un système parlementaire. Le Premier ministre est élu au suffrage en direct via les élections législatives. Autour de ça, il y aura un parlement, ce que j'appelle la Chambre populaire. La Chambre populaire, pour moi, c'est là, comme je l'ai dit, il faut donner le pouvoir au monde rural. Parce que c'est la population la plus importante. C'est pour elle qu'on doit mettre au centre. Si on veut avoir un modèle qui sera à l'image du peuple nigérien et qui répondra aux inspirations de ce même peuple. Dans ces cas, la Chambre populaire, comme je le disais tantôt, c'est vraiment les représentants de chaque village qui vont élire au niveau régional un parlement qui veillera à l'exécution, à la conformité, qui veillera aux nominations au niveau local et au niveau régional, que ce soit de l'administration, que ce soit civil, militaire, que ce soit la justice, ils auront leur mot à dire. On ne peut plus rien faire sans eux. Et tu penses qu'avoir justement cette configuration politique permettrait d'avoir des institutions fortes qui ne soient plus des institutions de façade? Effectivement, parce qu'il y a aussi ce que j'appelle la lâcheté des administrateurs au Niger. C'est fort, mais le souci au Niger, quand tu as le pouvoir, les institutions telles qu'elles pensées aujourd'hui, quand tu as le pouvoir exécutif, tu as tout le monde à ta botte. Tu as tout le monde à ta solde. Ça veut dire que tout le monde t'obéit à la lettre. Parce que chaque fonctionnaire, chaque administrateur, ça sait qu'il doit sa survie ou bien son poste par la bonne volonté du pouvoir exécutif. Donc, du coup, il faut décentraliser le pouvoir. Il faut décentraliser le pouvoir en répartissant le pouvoir exécutif, clairement définir le rôle du Premier ministre et des ministres, mais aussi donner, comme je le dis,
la présidence par le Conseil des sages qui sera une présidence tournante de 2 à 3 ans. Est-ce que ce n'est pas déjà ça que Montesquieu proposait quand il disait qu'il fallait que le pouvoir arrête le pouvoir, donc la balance des pouvoirs, et éviter la concentration des 3 pouvoirs, donc l'exécutif, le judiciaire et le législatif, concentrés dans les mains d'une seule personne? Effectivement. Parce que récemment, je suis allé lire la Constitution et les institutions américaines. Et j'ai été fasciné par l'hantise qu'avaient les pères fondateurs de la Constitution américaine de concentrer le pouvoir aux mains de l'exécutif. Du coup, ils ont fait en sorte vraiment de répartir le pouvoir entre le législateur, l'exécutif et le judiciaire. C'était l'hantise des pères fondateurs. Donc, du coup, je me dis, nous aussi, du moment qu'on a essayé le centralisme, ça n'a pas marché. On a essayé le modèle européen, eurocentré, qui est vraiment un modèle avec un exécutif fort qui gère le pouvoir à partir d'une ville centrale comme Paris, Berlin ou Madrid. On a essayé, on voit que c'est un échec, mais pourquoi n'essayons pas, ne nous tournons pas de nous inspirer du modèle nord-américain qui a vraiment essayé de trouver un équilibre, comme tu l'as dit, pour ne pas centrer le pouvoir entre les mains de l'exécutif. Parce que les gens auront toujours tendance à abuser du pouvoir quand on les donne tous les pouvoirs. On entend souvent au sein de la jeunesse africaine de dire que le peuple a besoin d'une personnalité forte et que cette personnalité forte est souvent caractérisée dans l'armée. Les gens, on entend souvent ce discours-là de dire que non, on n'a pas besoin de régime présidentiel, mais on a besoin de militaires pour mener au pas la population et les mener justement. Est-ce que tu abondes dans ce sens ou au contraire, quel est ton sentiment par rapport à ça? Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur les réseaux, même de la vie quotidienne. Mais pour moi, ça s'explique par 2 facteurs. À la fois un facteur culturel, parce que comme je le dis, on était des royaumes et des empires. Et la colonisation est intervenue et cassé tout ça et mettre une administration centrale. Donc, du coup, on a encore ces vieux souvenirs des empereurs et des rois forts qui avaient vie de mort sur n'importe qui menait à la barque leur royaume ou leur empire. De 2, le deuxième facteur, c'est les premiers coups d'État à la sortie des indépendances. Parce que la majeure partie, comme le cas du Niger, malheureusement, à la sortie des indépendances, les pères fondateurs des indépendances sont retombés dans des régimes autoritaires. Il y a eu les premiers coups d'État et les hommes des premiers coups d'État étaient plutôt des hommes forts, comme Kounché. Kounché avait aussi une certaine qualité, il avait une certaine éthique dans la gestion politique. Et du coup, le Nigérien a gardé l'image de l'homme providentiel fort qui porte surtout la tenue militaire. Et donc, du coup, pour moi, c'est les 2 facteurs qui expliquent qu'on fait systématiquement, dès qu'il y a des crises, que ce soit politique, économique ou sociale, on fait recours à l'image de l'homme providentiel, souvent militaire, et qui a une main ferme et autoritaire. Alors, on ne peut pas faire une émission sur la politique et sur les institutions nigériennes sans évoquer une dynamique majeure en cours, donc l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et le projet de confédération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc, on revient encore à l'aspect militaire. Quel est le regard que tu portes sur cette alliance, Abila? Tantôt, je disais que le dernier coup d'État du Niger s'explique par une dynamique extérieure, une dynamique sous-régionale. C'est vraiment, je le dis, s'il n'y avait pas le coup d'État au Mali et au Burkina, il n'y aura jamais eu de coup d'État au Niger. De 2, malheureusement... Donc pour toi, le coup d'État du Niger, c'est un coup d'État opportuniste? Bien sûr. Mais même les soutiens, malheureusement, des putschistes le disent. C'est vraiment purement opportuniste. De 2 aussi, ça donne ces coups d'État pour moi. Un ami disait tantôt qu'en vrai, c'est l'agenda des djihadistes que ces coups d'État font avancer. Okay. Et c'est vrai. Parce qu'on constate quand même que depuis bientôt 5-10 ans, l'agenda politique de notre sous-région est déterminé par le terrorisme. Donc, de ces faits, d'une manière ou d'une autre, ils sont en train de déstructurer totalement la scène politique chez nous. Et du coup, pour moi, c'est eux qui sont en train de gagner cette guerre-là. Mais maintenant, le terrorisme. Oui, bien sûr. Mais sur le plan politique, je ne parle pas forcément du plan militaire, mais quand même sur le plan politique, en termes d'idéologie. Maintenant, mon égard par rapport à l'alliance formée par ces 3 régimes militaires, pour moi, c'est aussi
à la fois, sur le plan militaire, l'alliance, elle est importante. Le fait que les 3 pays qui sont confrontés à un même problème, terrorisme, dans un même espace, elle était même primordiale. Sur ce plan, il n'y a rien à dire. Elle est utile sur le plan militaire. Mais elle est dévoyée. Aujourd'hui, l'objectif principal de cette alliance est autre chose. L'objectif a caché malheureusement un agenda politique qui est la confiscation du pouvoir politique par des militaires. Tout simplement, sinon, l'AES en soi, le fait qu'on mutualise nos forces pour combattre un ennemi commun dans un espace commun est tout à fait naturel et ça va de soi, c'était à encourager. Mais si ça se limite à ça, mais du moment qu'il y a un agenda politique là, maintenant derrière là-dessus, c'est là où le bas blesse. Et du coup, ils sont en train de détourner l'objectif de l'AES de son objectif initial. Aujourd'hui, on tend clairement vers des dictatures militaires dans notre contexte. Et moi, je ne le dis pas aujourd'hui. Je le dis il y a déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, je le disais, que l'objectif final de ces militaires, le contexte est les essiers, ils vont imposer une dictature militaire parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a un défi sécuritaire. Et qui dit sécuritaire dit armée. Qui dit armée, forcément, on va dire, ah, mais c'est eux qui sont la solution. Mais ils ne sont pas forcément la solution. Parce que le terrorisme ne se combat pas seulement que par les armes. On le sait. On se combat également sur l'aspect social, éducatif. Donc, il y a effectivement différents volets qu'il faut prendre en considération pour éviter qu'une jeunesse se sente attirée, malheureusement, par les sirènes, effectivement, du djihadisme. Exactement. Mais plus personnellement, sur la... Oui. Et si tu me le permets, s'il te plaît, le terme djihadisme, parce que nous, à l'interne, au Sahel, ça ne date pas de ces militaires-là, on s'est entendu parler qu'on ne les nommera pas djihadistes, on les nommera tels qu'ils sont des terroristes. Parce que djihadistes donneraient une connotation religieuse à leur combat, alors que leur combat n'a rien de religieux. C'est plutôt une mafia locale qui a vu une opportunité, qui s'est placée sous le label du terrorisme international, qui est en train de terroriser une population dans leur écrasante majorité qui sont musulmanes d'Aja. Je pense que c'est important de rappeler effectivement cette distinction-là. Donc pour toi, cette confédération des États du Sahel n'a pas de vocation de s'inscrire sur du long terme et d'apporter effectivement des institutions fortes à même de pouvoir amener la démocratie, l'essor économique, la stabilité et aussi la santé. Mais c'est ça que je le disais tantôt. Tous ces militaires, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui ont dit ça. Tu prends leur déclaration à leur arrivée au pouvoir, disent une seule chose. Donnez-nous 6 mois. Le président Ibrahim Traoré l'a dit au Burkina. Les Maliens l'ont dit plus ou moins. Les Nigériens l'ont dit plus ou moins. Ceux qui ont été 6 mois, 1 an, c'était ça leur objectif. Donnez-nous 6 mois, 1 an, on va mettre fin au terrorisme, qui est d'abord un chimère. On ne peut jamais mettre fin au terrorisme en 6 mois. C'est ce que j'allais te dire. Ça faisait 10 ans après justement l'effondrement de la Libye. Est-ce qu'en 6 mois, 1 an, c'était réaliste de dire qu'en 6 mois, tout en sachant qu'une partie de l'armée n'avait même pas d'armement concret? C'était pas possible, mais maintenant on voit les conséquences. Après 6 mois, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans pour le Mali, bientôt 5 ans. Mais la première chose qu'on constate, ils vont se braquer maintenant, ils vont se durcir, ils sont en train de se durcir. Aujourd'hui, au Niger, au Burkina, au Mali, il est très difficile de parler ouvertement. Il est très difficile de parler même des résultats de l'armée sur le terrain. C'est au risque d'aller en prison. Si tu as la chance, tu pars en prison. Au Burkina, on t'enlève. Pendant 1 an, 2 ans, ta famille ne sait pas où tu te trouves. Si tu as encore une seconde chance, on t'envoie au front. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est des militaires qui se durcissent aujourd'hui, qui sont en train de durcir le ton, qui sont en train de réprimer tout le monde. Aujourd'hui, au Niger, on a dissous les partis politiques. Le cas du Mali. Le cas du Mali. Au Niger, on s'est donné un mandat de 5 ans modulable. Au Burkina, pareil. À partir de quoi? Une réunion familiale, on regroupe une centaine de personnes dans une salle
Et ces personnes-là décident au nom du peuple de donner un mandat de 5 ans à un régime, à des militaires. Donc, si je comprends bien, ce modèle de l'AES, pour toi, ne peut pas inspirer une nouvelle façon de penser la souveraineté, la coopération régionale et la refondation des institutions en Afrique de l'Ouest. Mais ils ont quand même le mérite d'inventer un modèle démocratique, ce que j'appelle le modèle par la réunion familiale. Oui, parce que quand vous réunissez quelques membres à la limite de comme une réunion familiale, 5-10 personnes ou 100 personnes, quand c'est trop, c'est 500 personnes ou 1000 personnes, et ces personnes vous proclament à la fois général, maréchal et vous donnent un mandat de 5 ans ou plus, et même un mandat à vie. Pour moi, c'est un modèle démocratique qu'ils ont réussi à inventer, à un modèle local. Mais maintenant, la durabilité du modèle, je m'interroge. Parce qu'un modèle qui exclut, un modèle qui enferme, un modèle qui réprimande, pour moi, ne peut pas être viable. Ce n'est pas possible. À la longue, ça va casser. Et comme on le constate aujourd'hui au Mali, il y a déjà des voix qui commencent à se lever contre et réclamer la fin de la transition militaire. Donc, ce n'est pas tenable. Oui, bien sûr, nous, tu sais, je suis Nigérien, je suis fier Nigérien, j'aime le dire, tu vois. Et il n'y a pas quelqu'un qui souhaiterait plus voir mon pays avancer, mon pays arriver au bout du terrorisme, tu vois. Mon pays poser des plans de développement, et mon pays faire la promotion de l'éducation des masses, tu vois, parce que c'est ça qu'on attend des dirigeants. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au Niger? Les gens, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'ils vont combattre l'injustice. Aujourd'hui, mais ce sont eux-mêmes qui protègent les voleurs et les délinquants financiers de la République. Tu sais, pendant le mandat présidentiel du président Issoufou, il y a des gros scandales financiers au Niger. Et tous les Nigériens s'attendaient que les militaires-là amènent la rupture. Ils essayent de pousser ces dossiers devant la justice pour que ces gens-là répondent de leurs actes. Aujourd'hui, c'est les mêmes militaires qui protègent ces mêmes gens-là. Et aujourd'hui, c'est ces militaires-là qui protègent les délinquants financiers, des voleurs de la République. C'est eux qui s'érigent en patriotes, en souverainistes, qui chantent le développement. On a beau chanter le développement et la justice sociale, on la chante pas. On pose des actes concrets. Et le peuple juge par les actes. Voilà ce qui est aujourd'hui dans notre contexte, malheureusement. C'est des mots forts que tu dis, c'est aussi des dénonciations fortes que tu dis effectivement sur la situation et sur l'état de corruption malheureusement qui est gangréné ou qui a gangréné nos institutions et qui effectivement ne répondent pas à l'idéal démocratique à laquelle beaucoup ont aspiré et aspirent encore. Si je comprends bien, le modèle de démocratie libérale, ce n'est pas un modèle viable pour nos institutions en Afrique, puisqu'elles ne correspondent pas, selon toi, aux réalités concrètes. Et ce sont effectivement des legs coloniaux. Tu as fait une proposition, si tu peux juste la résumer pour les auditeurs. Ok. Effectivement, je crois à la démocratie. La démocratie, pour moi, a des valeurs universelles. Mais les institutions démocratiques peuvent être contextualisées selon les réalités locales. Et pour moi, au Niger, on doit s'appuyer à la fois sur la chefferie traditionnelle, mais aussi l'organisation villageoise dont on a hérité au Niger. Parce que c'est des gens qui sont au contact, qui sont au fait de la réalité socio-économique réelle des Nigériens. Toute politique, tout modèle démocratique, ou bien tout modèle de gouvernance qui ne tient pas compte de ces réalités, pour moi, est voué à l'échec. Et c'est pourquoi, pour moi, on doit revenir à la chefferie traditionnelle et le mettre au cœur de notre démocratie. Bien sûr, la chefferie traditionnelle n'est pas exempte de toute reproche, mais elle a l'avantage, elle est au contact de la population et la population nigérienne se reconnaît dans cette chefferie traditionnelle. Donc, s'affranchir finalement de la technocratie des élites qui sont déconnectées des réalités concrètes de terrain, effectivement, de la population. Et tu l'as dit en début d'émission qu'une grande majeure partie de la population est rurale. Donc, de faire de la politique à partir de la base pour remonter au niveau des élites, mais de ne plus avoir justement cette asymétrie. Exactement. De l'élite
vers la base. Comme il y a, pour l'anecdote, il y a un concept synocidal. Si je prononce bien, peut-être je ne prononce pas bien, mais quand même, c'est un concept du défunt pape François, mais que le nouveau pape Léon XIV a repris hier. Qui veut dire le concept, c'est au lieu d'aller de manière verticale, c'est d'aller de manière horizontale pour impliquer tout le monde, pour décider avec tout le monde. Parfait. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que nous aussi, nous devons revenir là-dessus dans notre contexte. Alors, avant de se quitter, un détour sur ta deuxième passion, tu l'as mentionné, ou je l'ai mentionné au tout début de l'émission, la littérature occupe une grande part de ta vie. Quel est l'ouvrage que tu lis en ce moment? Actuellement, je suis en train de lire Les Noirs américains. Mais c'est de qui? De Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation française. Mais parallèlement, je lis plusieurs. Je suis en train de lire aussi Les Frères musulmans. Un livre de... J'oublie, je pense que l'auteur m'échappe. Bon, l'organisation des Frères musulmans et tout ce qu'ils ont mis en place. Mais bien sûr, la littérature, j'aime lire comme tu l'as dit. Je suis un passionné et j'espère avoir plus de temps pour lire. Alors, quel est ton livre ou auteur de référence ou celui qui t'a peut-être le plus marqué dans ta construction intellectuelle, dans ton développement intellectuel? Pour moi, je dis, en termes littéraires, j'adore la littérature africaine, surtout la littérature à la sortie des indépendances. Et de surcroît, les œuvres de Amadou Hampâté Bâ, c'est mon auteur préféré. Je suis un inconditionnel d'Amadou Hampâté Bâ. Pourquoi? Pour moi, parce que, comme je l'ai dit, tu vois, j'ai jamais pensé, c'est parce que c'est quelqu'un qui est ancré... La Malienne, au fond de moi, est très satisfaite qu'effectivement, tu mentionnes Amadou Hampâté Bâ. Le fait que tu m'aies posé pourquoi, une idée m'est venue. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de revenir aux réalités locales, à nos valeurs culturelles. Parce que moi, je ne suis pas, genre, nos valeurs culturelles sont les meilleures. Non. Moi, je ne crois pas à ça. Mais il y a... Amadou Hampâté Bâ, toujours quand il lit ses livres, il t'apprend quelque chose. Il t'apprend quelque chose à la fois sur lui-même, sur sa culture, surtout sur la culture, que ça soit Peul, que ça soit Dogon, tu vois. Mais aussi, il t'apprend quelque chose parce qu'il dit, c'est important. Ce que tu es important. Et l'une des œuvres que j'adore, c'est des œuvres qui servent, qui aussi sa biographie, L'Enfant Peul. Amkulele, et oui, Mon Commandant, qui est la suite de L'Enfant Peul. Et ça, à la fois, ça retrace l'histoire coloniale. On apprend énormément sur l'histoire coloniale en lisant L'Enfant Peul et aussi, oui, Mon Commandant. Mais aussi, on apprend énormément sur tout ce qui est autour de la culture Peul aussi, autour de la culture Dogon, autour de Bandiagara, jusqu'à ce quand il a été muté à Ouaga et tout ça. On apprend énormément et... Sincèrement, je saurais expliquer quelle est mon affection pour Amadou Hampâté Bâ. Merci à toi, Abila, pour cet éclairage à la fois lucide et engagé sur la politique de nos États en Afrique de l'Ouest et principalement au Niger. Ta parole nous rappelle que penser les institutions, ce n'est pas seulement une affaire de juristes ou de constitutionnalistes, c'est aussi, et peut-être surtout, une responsabilité citoyenne. Une invitation à imaginer un avenir commun, plus juste, plus ancré et surtout plus audacieux. À vous qui nous écoutez toujours plus nombreux et nombreuses, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si cette conversation vous a interpellé, laissez-nous un commentaire, partagez autour de vous et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines tribunes ouvertes à celles et ceux qui pensent le monde autrement. À très bientôt.